Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un souvenir de Noël. Il s'agit d'une nouvelle de Truman Capote publiée en 1956. Buddy, 7 ans, se trouve avec sa vieille cousine, qui a 60 ans de plus que lui, mais qui est restée une enfant. Ils habitent dans une maison dans laquelle se trouvent des parents. Comme chaque année au mois de novembre, la cousine décrète que c'est le moment de faire des cakes aux fruits. Buddy, la cousine et la chienne Kenny se dirigent vers un bosquet de pécans avec un vieux landau. Après avoir fait le plein de pécans, ils retournent à la maison. Ils cassent les coques et mettent le reste dans une jarre. Le lendemain, ils achèteront tout ce dont ils ont besoin pour faire des cakes. Bien qu'ils n'aient que peu d'argent, ils économisent toute l'année pour la caisse du cake aux fruits. Après le souper, ils sortent la bourse perlée de dessous le lit de la cousine. Tandis que la cousine compte 12,73 $, Buddy compte 13 $. Afin d'éviter le nombre 13, ils jettent un penny par la fenêtre. Ils ont besoin de whisky, chose difficile à obtenir en période de prohibition, mais trouvable chez Monsieur A. Jones. Le lendemain, ils se rendent au café de Monsieur A. La cousine demande à Monsieur A un quart de son meilleur whisky. Monsieur A leur demande 2 $, puis il leur donne la bouteille contre un de leurs cakes aux fruits. Au bout de 4 jours de travail, 31 cakes sont prêts. Les gâteaux sont destinés à des amis, à des gens qu'ils connaissent à peine, et même des personnes qu'ils ne connaissent pas du tout comme le président Roosevelt. La cousine est timide avec tout le monde, sauf avec les étrangers, ce qui explique pourquoi ils ne tissent de liens vraiment forts qu'avec des inconnus. Au mois de décembre, tous les cakes ont été expédiés. Les prix des timbres ont fini de vider leur bourse. Ils finissent le fond de la bouteille de whisky. Ils chantent. Buddy, la cousine et le chien se mettent à danser. 2 personnes de la famille arrivent et reprochent à la cousine d'avoir donné du whisky à Buddy. À cause de la réflexion, la cousine pleure dans sa chambre. Buddy la réconforte. Le lendemain, ils iront chercher un arbre de Noël et du hou. Le jour d'après, Buddy, la cousine et le chien se rendent dans les bois avec le landau. La cousine choisit un arbre qui est 2 fois plus grand qu'un petit garçon. L'arbre est abattu et est amené avec difficulté à la maison. Les passants les complimentent sur leur arbre. La cousine ne dit pas distinctement où elle a trouvé l'arbre et elle refuse l'argent qu'une femme veut lui donner contre son arbre. Buddy et la cousine décorent l'arbre comme ils le peuvent. Ils préparent ensuite des cadeaux qui consistent en des écharpes peintes pour les femmes et à des sirops au citron, à la réglisse et à l'aspirine pour les hommes. Ils se confectionnent l'un l'autre des cadeaux en cachette. Bien que Buddy veuille acheter plein de choses à sa cousine, il lui fabrique un cerf-volant. La cousine voudrait lui acheter un vélo, mais Buddy pense qu'elle va lui confectionner un cerf-volant comme lors des 2 années précédentes. La veille de Noël, ils achètent pour Kenny un os qu'ils placent en haut de l'arbre. Couchés, Buddy et la cousine ne parviennent pas à dormir. Elle lui demande s'ils seront toujours amis lorsque Buddy sera grand. Buddy lui répond toujours. Elle aurait voulu lui acheter un vélo, mais elle lui avoue avoir fait un cerf-volant. Buddy dit lui aussi avoir confectionné un cerf-volant. Le lendemain matin, Buddy se dit déçu des cadeaux qu'il a reçus du reste de la famille. La cousine préfère le cadeau que lui a fait Buddy. Ce dernier trouve que le cerf-volant que lui confectionnait sa cousine est plus beau que celui qu'il a préparé. Puisqu'il y a du vent, ils essaient les cerfs-volants dans le pâturage. La cousine explique qu'on ne voit pas seulement Dieu lorsqu'on est malade ou lorsqu'on est mourant, mais que Dieu se trouve dans les choses telles qu'elles sont, par exemple dans tout ce qui les entoure en ce moment même. Il s'agit du dernier Noël que Buddy et la cousine passent ensemble. Buddy est envoyé dans une école militaire et a un nouveau foyer. La cousine reste à la maison. Lorsque Kenny décède après avoir reçu un coup de pied d'un cheval, la cousine se retrouve seule. Elle continue de cuire des cakes durant quelques mois de novembre. Elle finit par perdre la raison. Un message annonce à Buddy la mort de sa cousine. L'histoire est racontée du point de vue de Buddy, qui est un petit garçon. Bien que le narrateur soit jeune, il a gardé étonnamment intacts les souvenirs dans sa mémoire et semble être doué d'une grande compréhension. Il conte au lecteur le dernier Noël qu'il a passé avec sa cousine, qu'il nomme souvent mon ami. En réalité, il relate une période qui s'écoule du mois de novembre jusqu'au 25 décembre. L'amitié entre Buddy et la cousine est déroutante, puisqu'il y a une grande différence d'âge entre eux, Buddy ayant 7 ans et la cousine une 60aine d'années de plus que lui. Ils sont des cousins très éloignés, mais ils habitent dans la même maison. Il est écrit que la cousine est encore une enfant. Le fait qu'elle pleure après avoir reçu les reproches de 2 parents prouve qu'elle n'est toujours pas une adulte. Quelquefois, la cousine se conduit comme une adulte, comme lorsqu'elle fait la demande de whisky auprès de Monsieur A ou qu'elle répond aux questions des passants qui demandent où ils ont trouvé l'arbre et qui proposent de l'acheter. La cousine a aussi une position d'adulte lorsqu'elle décrète que c'est le moment de commencer les cakes et que Buddy n'a pas d'autre choix que de suivre cette décision. Buddy sort de son rôle d'enfant lorsqu'il réconforte sa cousine en pleurs. Ces 2 êtres paraissent en marge des autres membres de la famille. En effet, Buddy dit que la plupart du temps, ils ne sont pas conscients de la présence des parents. Lorsque que saoul, Buddy et la cousine font du bruit en chantant et en dansant, il est écrit que 2 de la famille arrivent. Plus loin,
Lorsque Buddy et la cousine font du bruit dans la maison le matin de Noël, les autres habitants de la maison ont le désir de les tuer tous les deux. Une fois de plus, Buddy et la cousine forment un tout qui n'est pas mélangé avec les autres membres de la famille. Les autres habitants sont représentés comme des êtres autoritaires, se souciant peu d'eux et non compréhensifs. Les deux personnages vivent dans la pauvreté. Nous savons qu'ils vivent dans une vieille maison de guingois. Quand ils ont besoin de transporter des choses, ils utilisent un vieux landau délabré. Ils possèdent peu d'argent. À eux deux et en un an, ils ont réussi à économiser envers 13 $. Cette somme provient du maigre argent de poche donné par les gens de la maison, par des activités diverses, par la réussite d'un concours, ma mise en place du musée de la gaieté et des phénomènes. L'argent cumulé a aussi pour origine les restrictions de la cousine qui ne va pas au cinéma, ne prend pas de repas dans un restaurant, n'envoie pas et ne reçoit pas de télégramme, etc. L'explication selon laquelle elle ne se rend pas au cinéma, car elle préfère que Buddy lui raconte les histoires, montre qu'elle est prête à se priver afin que la caisse du cake aux fruits ne diminue pas de volume. Car ils n'ont pas les moyens, ils ne peuvent pas acheter des décorations pour leur arbre et la fabriquent avec leurs mains. Quoi qu'ils vivent dans la pauvreté, Buddy et la cousine ne ressentent quasiment jamais le poids de la pauvreté sur leurs épaules. Les seules fois où cela existe, c'est lorsque la cousine se désole de ne pas pouvoir acheter un vélo pour Buddy et que Buddy aimerait acheter plein de choses pour sa cousine. Ils ne souffrent pas pour eux-mêmes, mais pour l'autre. Avec le peu qu'ils ont, ils essaient de n'oublier personne, que ce soit l'autre, le reste de la famille, la chienne Kenny ou des individus qu'ils connaissent ou non. L'épisode des cakes aux fruits démontre le dévouement que ces deux personnes ont pour les autres. Tout d'abord, ils dépensent tout l'argent qu'ils ont mis de côté afin de réaliser leur tâche. Ils se donnent beaucoup de mal pour ramasser les noix de pécan et pour chercher tous les ingrédients nécessaires. Ils vont même jusqu'à chercher du whisky, alors qu'il est interdit d'acheter de l'alcool en période de prohibition. Par ailleurs, Monsieur a fait également preuve de générosité en ne leur vendant pas la bouteille de $, et en se contentant d'un cake. La distribution des gâteaux est extraordinaire. Au lieu de les distribuer uniquement aux personnes qui leur sont proches, les dons vont également aux personnes qu'ils ne connaissent pas. À cause de cela, ils paient une fortune en timbre-poste afin d'envoyer les cakes aux personnes qu'ils ont désignées. Le plus extraordinaire des destinataires est le président Roosevelt. Plus loin dans le texte, la cousine demandera à Buddy s'il croit que Mistress Roosevelt va servir leur cake à son dîner. Buddy et la cousine ne se rendent pas compte de ce qu'ils font et ont une confiance naïve en leurs rêves. À Noël, Buddy et la cousine reçoivent différents cadeaux de la famille. Buddy n'est pas heureux des cadeaux qu'il a reçus du reste de la famille, qui consistent en des vêtements, des mouchoirs et un abonnement à un magazine. Il rejette les cadeaux pratiques au profit des cadeaux émotionnels, qui ont une forte valeur pour l'autre car faits par l'être adoré. Le point le plus haut se situe lorsque Buddy et sa cousine font voler leur cerf-volant. Ce passage est d'autant plus tragique qu'il s'agit du dernier Noël que ces deux êtres vont passer ensemble. Car aucun des deux n'est adulte, ils doivent subir leur destin. En faisant exploser le duo, les individus ne sont pas capables d'avoir une existence heureuse. La cousine s'étiole, perd la tête et finit par décéder. Buddy assistera de loin à la chute de sa cousine sans pouvoir rien y faire et aura le sentiment d'avoir perdu une partie irremplaçable de lui-même. Eh bien, je peux dire que je suis folle. Crie mon ami, soudain sur le qui-vive comme une femme qui se souvient qu'elle a laissé des biscuits dans le four. Tu sais ce que j'ai toujours pensé, me demande-t-elle sur un ton de découverte, et souriant, non pas à moi mais à un point dans l'espace. J'ai toujours pensé qu'il fallait que la créature fût malade et mourante avant de voir le Seigneur. Et j'imaginais que lorsqu'il viendrait, ce serait comme quand on regarde un vitrail baptiste, beau comme des verres de couleur avec le soleil ruisselant au travers, et si lumineux que vous ne mesurez pas que la nuit est venue. Cela m'a toujours été un réconfort de penser à cette lumière qui vous ôte tout sentiment de peur. Mais je parie que cela n'arrive jamais. Je parie qu'à la dernière minute, la créature comprend que le Seigneur s'est déjà montré à elle. Que voir les choses telles qu'elles sont. Sa main dessine un cercle dans un geste qui rassemble les nuages, les cerfs-volants, l'herbe et Kenny grattant la terre pour recouvrir son os telles qu'elles ont toujours été. C'était voir Dieu. Quant à moi, cela me serait égal de quitter cette terre avec aujourd'hui dans mes yeux.